Nouvelle édition sur Africa Today. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir à tous, bienvenue. Face aux besoins criards de magistrats en Guinée, un concours de recrutement des auditeurs de justice du centre de formation judiciaire a été lancé ce samedi à Conakry. Durant 2 jours pour 50 postes, les 725 candidats vont concourir dans les épreuves de culture générale, de droit civil et la procédure pénale. La mesure, selon le ministre de la Justice, vise à accroître le nombre de magistrats conformément aux normes requises dans le pays. Reportage au Marceau. Il s'agit d'un concours de recrutement des futurs magistrats appelés auditeurs de justice. Pour le président du jury, le magistrat, de par ses responsabilités dans une cité, est appelé à dire le droit. Ces jeunes qui vont être recrutés viennent en réponse aux besoins de rajeunissement du corps de la magistrature. C'est un enrôlement cyclique initié tous les 2 ans. Au terme du concours, les retenus vont être outillés pour 24 mois afin de les rendre opérationnels. Ce sont des jeunes qui vont entrer dans le corps de la magistrature. Donc on recrute une 50aine de jeunes qui vont être formés au centre de formation judiciaire pendant 2 ans et c'est à l'issue de leur formation qu'ils vont intégrer le corps de la magistrature. Une fiche de table, une carte nationale d'identité et un stylo sont les outils qu'on pouvait voir devant chaque candidat. Pour Ousmane Conté, l'espoir reste fondé sur le bon déroulement de ce concours. J'ai un état d'esprit serein car ça fait quelques jours que je suis déjà préparé à cela. Pour donner une touche particulière cette année à ce concours, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait un mixage de juristes et de magistrats dans la composition du jury. Et selon Maître Cheikh Sako, l'aspect intellectuel et la probité sont de mise. Il y a 725 candidats pour 50 places. Vous voyez que ça fait moins que les greffiers où il y avait 1125. Mais enfin, il faut choisir 50 impétrants parmi les 700 et quelques. Ça veut dire que c'est les meilleurs qui seront choisis. En tout cas, ceux qui vont bien préparer l'épreuve. A rappeler que ce concours du monde judiciaire, qui concerne les greffiers et les magistrats, se tient tous les 2 ans. Une manière pour les acteurs de l'appareil judiciaire de lutter contre l'échelle d'âge, a déclaré le garde des Sceaux. Parlons santé, la purification du sang est l'une des fonctions principales du foie humain. Cette fonction est essentielle à la vie, mais ne pas la préserver en bon état peut bouleverser dangereusement le système sanitaire de l'organisme. Pourtant, des mesures préventives simples et pratiques existent et sont le plus souvent à notre portée. Diao Bachir a rencontré un médecin-chercheur spécialisé en naturopathie. Suivez. Appelé aussi par certains spécialistes glande noble, le foie joue un rôle essentiel dans l'équilibre du système sanitaire de l'organisme humain. Le médecin-chercheur spécialisé en naturopathie de la médecine moderne alternative revient sur quelques fonctions vitales du foie. Le foie, son élément important, c'est la purification du sang. Et quand le sang n'est pas propre, toutes les maladies s'installent dans le corps. Donc, mais le foie aussi, il a aussi d'autres éléments qui le perturbent. Et nous avons parlé de ça. C'est-à-dire quand le sang est pollué par l'alimentation, par des médicaments synthétiques, par certains arômes artificiels, ça perturbe le bon fonctionnement du foie. Et quand le foie ne fonctionne pas, le corps ne fonctionne pas bien. Selon Dr Gaussou Fadiga, l'homme moderne creuse sa tombe avec ses propres dents, d'où la nécessité, dit-il, de manger sain et de se soigner avec du naturel. Et il faut que nous fassions attention à ce que nous mangeons, il faut que nous fassions attention à ce qu'on utilise comme médicaments, etc. Donc, quand on fait attention à ces éléments-là, on peut avoir un foie qui est vraiment noble, qui est bien propre et qui répond au bon fonctionnement de notre corps et qui peuvent nous empêcher de ne pas avoir des problèmes de santé, inclus le problème de cancer ou les maladies hépatobiliaires. Et pour garder son foie sain et vigoureux, la consommation de certains fruits et légumes s'avère aussi importante. Nous commençons par le citron, qui n'est pas du tout mauvais pour nettoyer le foie. Nous revenons sur aussi d'autres fruits qui sont de cette nature. Même nos mangues qu'on sabote sont bien pour le foie. Et nous, les pamplemousses, les mandarines, les oranges sont bien pour le foie. Il y a d'autres aussi légumes tels que les radis, les céleris,
les laitues ne sont pas du tout mauvais. De nombreuses pathologies peuvent toucher le foie comme des cirrhoses alcooliques, des infections virales ou des cancers. Circuler à Conakry est devenu un véritable casse-tête pour les usagers. Aujourd'hui, les embouteillages font partie du quotidien de Conakry car les cris de cœur et pistes de solutions n'en manquent pas. Sur cette question très préoccupante, le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, propose 2 pistes de solutions, à savoir la création d'un système de transport public et la réhabilitation du train Conakry Express. Les explications de Soirée Boubacar. Les embouteillages sont devenus un problème majeur de la circulation routière à Conakry. Ces bouchons et embouteillages aux longues files de véhicules sont ces tristes réalités auxquelles les habitants de la capitale sont obligés de faire face tous les jours. D'abord, avoir une voiture est un parcours du combattant, mais une fois à bord, commence une assise à l'allure éternelle. Face à cette situation, beaucoup de voix s'élèvent. Pour Elhadj Cellou Dalein Diallo de l'UFDG, la première solution à ce problème serait la mise en place d'un système de transport public efficace. Le transport public de voyageurs dans les agglomérations urbaines ne peut pas s'effectuer exclusivement par voiture individuelle. L'espace est réduit et si chacun a sa voiture, on ne pourra plus circuler. Il est important qu'il soit mis en place un système de transport public avec des bus, pour que tout le monde n'utilise pas sa voiture pour tous ceux qui en ont le moyen. C'est extrêmement important. Bien entendu, il va falloir continuer les échangeurs aussi sur l'axe Amdalaï Koza Bambeto. Et je pense qu'on peut envisager déjà un échangeur au niveau de Bambeto, un échangeur au niveau de Koza et peut-être un échangeur au niveau de Anko-Senko au fur et à mesure. Bien que le réseau routier comporte des insuffisances grotesques et qui sont souvent citées parmi les principales causes des embouteillages, le comportement des automobilistes ne reste pas en marge de cette problématique. Mais pour Elhadj Cellou Dalein Diallo, une solution à court terme est la réhabilitation du train Conakry Express. Aujourd'hui, l'importation de voitures augmente à un rythme effrayant au niveau de Conakry. Et l'absence de transport public, de services de transport public, contribue à amener les gens à importer des voitures. Malgré les embouteillages, ils perdent 2 heures, 3 heures pour faire 3 ou 4 kilomètres. Mais si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de solution. La solution, c'est d'abord le transport public. Ensuite, il faut d'abord réhabiliter le train urbain qui avait commencé à circuler. Tout ce qui est utile, on a laissé tomber ça, il faut le réhabiliter et le renforcer. Cette voie ferrée, kilomètre 36 Kaloum, il faut augmenter le rythme de ça, construire les échangeurs et avoir un service de transport par bus organisé, même s'il faut le subventionner. Ce n'est pas possible que les voitures particulières et personnelles, comme on le dit, puissent servir de moyen de transport à une population qui croît à un rythme infernal. À ce problème majeur s'ajoute le non-respect du code de la route par les automobilistes, surtout les chauffeurs de taxi souvent pressés et enclins à la quête effrénée de l'argent, garent mal pour débarquer ou embarquer des passagers n'importe où et n'importe comment. La situation des enfants dans le monde et plus particulièrement en Afrique subsaharienne inquiète encore les organisations des droits de l'homme et des organismes internationaux de la petite enfance. En Guinée par exemple, nombreux sont ces enfants qui ont perdu leur innocence au profit de la rue ou de petites activités lucratives en ces lieux. C'est un constat d'Aïssata Fofana. De nos jours, la rue est devenue leur quotidien. Ils sont cireurs, rabatteurs, vendeurs ambulants ou tout juste installés en ces lieux. Ils ont tous un trait commun, la jeunesse de leur âge et les difficultés financières de leur famille. Ce qui, d'après leurs témoignages, les pousse très tôt à grossir les rangs des travailleurs de l'informel. Notre maman, ils n'ont pas d'argent. C'est nous qui sortons pour vendre, pour que notre avenir soit clair. À l'ouverture de l'école, je vais assister le tennis, le sac avec le cahier et le bic pour ne pas que mes parents vont acheter ça pour moi. J'essaie de faire un petit travail pour avoir mes documents de l'école et mes frais de scolarité. Au moment que je venais en 5e année maintenant, mon père a été voyager, d'aller à Libéria.
Ma grand-mère aussi, elle est là. Elle ne peut rien pour moi. En région forestière, par exemple, le nombre de ces enfants travailleurs, selon les observations d'une ONG de protection locale, a triplé. Une situation qui justifie les indices de pauvreté qu'enregistre en ce moment ce pôle économique. Nous sommes à 66,9% taux de pauvreté. Alors cette région qui était appelée hier, n'est-ce pas, la région hautement économique, aujourd'hui fait partie de la région la plus pauvre. Vous avez vu. Mais malgré qu'il y ait ça, jusqu'à présent, il y a des indices de potentialité que les gens continuent à explorer. Parce que la situation géographique de la région, au moins, oblige. Entre combien de pays voisins? La Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire. Selon l'UNICEF, le nombre d'enfants à la rue serait de 120 millions dans le monde, soit un enfant sur 5. Difficile de le recenser précisément, mais il serait 30 millions en Afrique et 11 millions en Inde. Et pourtant, en l'an 2000, les Nations Unies s'étaient fixées pour objectif de parvenir d'ici à 2015 à l'éducation universelle primaire. Malgré ces efforts, le monde continue à enregistrer des atteintes aux droits les plus élémentaires de cette couche dite vulnérable. Élection des membres du bureau de l'amicale des étudiants de l'Institut supérieur des arts de Guinée ce samedi à Conakry. À l'issue de ce vote, 13 personnes ont été choisies pour diriger les rêves de cette structure pendant un an. La première mission de l'amicale sera de rassembler tous les étudiants sortant de l'ISAG. Compte rendu Bama Madolfa. Réunis autour d'un idéal qui est celui de redynamiser la culture guinéenne. En tout cas, c'est l'ambition qu'affichent les étudiants sortant de l'ISAG. D'où cette idée de la mise en place d'une amicale dont l'élection des membres du bureau a eu lieu ce samedi. Après un temps de campagne pour les différents candidats et le vote, la commission d'organisation a proclamé les résultats. Les deux candidats au niveau de la présidence, nous avons eu 16 voix pour M. Kemo Mansaré et 52 voix pour M. Youssouf Kaba. Youssouf Kaba, le tout nouveau président élu, ne tarit pas de projets et d'ambition pour l'amicale. Amener tous les étudiants sortant de l'Institut supérieur des arts de Guinée, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, qui se retrouvent dans cette association de l'amicale, des anciens étudiants, la mise en place des cartes de membres, avoir des projets de partenariat avec le ministère de la Culture, des Sports et du patrimoine historique, avec les radios privées et les télévisions privées, toutes les radios et télévisions. Les projets à moyen terme, nous avons déjà un projet qui est sur la recette des patrimoines historiques et culturels de la Guinée. Et son état-major reste également déterminé autour de son président pour relever les défis et surtout tisser des liens amicaux entre les membres de cette ONG. Aujourd'hui, j'ai été élu comme secrétaire chargé aux affaires sociales de l'amicale des Isagois de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Vraiment, c'est une grande fierté pour moi et mon combat sera de reconstituer le tissu social entre les différents étudiants de l'Institut supérieur des arts de Guinée, de la première jusqu'à la dernière promotion. Selon les initiateurs de cette rencontre, l'adhésion à l'amicale des étudiants de l'ISAG est ouverte et que l'installation des membres du bureau élu aura lieu très prochainement dans la capitale guinéenne. La PIP enquête de solutions pour le rayonnement de la culture guinéenne. L'agence de promotion des investissements privés a tenu à rencontrer hier vendredi les acteurs du secteur pour échanger sur les problèmes qui assaillent le domaine. Il a été question d'apporter des réflexions. Ça, à Louyombono. La culture guinéenne a perdu ses repères et nul ne l'ignore. Des observateurs trouvent d'ailleurs les raisons du problème dans le changement de régime survenu en 1984. On avait les ballets africains, tout ce qui se faisait ici était national, soutenu fortement par l'État. En 1985, nous sommes sortis de cela pour emprunter la voie
de l'économie de marché. Mais la compréhension n'a pas été toujours bien faite. Depuis, la Guinée se fait de plus en plus absente sur le marché international. Un fait qui ne reste pas sans conséquences. Notre longue absence sur le marché international a fait que le genre guinéen, le genre artistique guinéen a disparu de la scène. Et un autre genre s'est imposé. Comment relancer ainsi ce secteur? Que faire pour que la culture rouge-jaune-vert retrouve son mérite d'antan? Autant de questions qui taraudent les esprits des uns et des autres. La pipe se sent concernée et tente de sa manière d'apporter une réponse. D'où cette rencontre qui constitue la première phase de matérialisation des ambitions que cette agence s'assigne dans le cadre culturel. C'est en fait pour discuter avec eux sur les questions d'investissement dans l'industrie culturelle. On a des talents ici et ce qu'il faudrait, c'est donner plus de visibilité à ces talents. Je pense qu'au niveau politique, il y a beaucoup qui est fait pour véritablement vendre la culture. Mais il reste encore beaucoup à faire. Aux yeux des hommes de culture, cette rencontre est perçue comme une source d'espoir pour une culture en phase de disparition. On recherchait une volonté politique qui est provoquée. J'espère que le message ira au niveau de l'autorité pour que la culture soit au cœur de toutes les démarches d'investissement et de visibilité de notre pays. La pipe compte faire de la culture le levier de l'économie guinéenne. Une ambition qui pourrait être réalisable si la volonté politique est bien réelle. Au Maroc, les critiques du roi Mohamed VI à l'endroit de son administration ont provoqué une sérieuse remise en question. Le chef du gouvernement annonce la mise en place d'un plan d'action pour corriger les irrégularités en matière de gestion de la chose publique. Suivez. Les critiques du roi Mohamed VI envers le gouvernement et la classe politique marocaine ont été rapidement suivies d'actes concrets. En effet, quelques jours après le discours virulent du monarque, le chef du gouvernement, Saad Eddine Al-Othmani, a annoncé la mise en place de 6 mesures visant à améliorer la situation politique du royaume. Nous prenons très au sérieux le discours royal qui a mis le doigt sur une série de défaillances et de problématiques que vit l'administration publique. La majorité gouvernementale s'est accordée sur la mise en œuvre d'un programme sérieux, réaliste et accéléré pour corriger les failles pointées par le discours du roi. Réuni ce jeudi 3 août à Rabat, le Conseil des ministres a évoqué les différentes mesures qui seront mises en place. Parmi elles figurent la réforme de l'administration, de la promotion de l'investissement ou encore de la simplification des procédures administratives. D'autres directives destinées aux différents départements ministériels seront mises en place dans les mois à venir. Pendant la période du printemps arabe, le roi avait dit que le Maroc a besoin de faire des réformes pour être en phase avec le monde dans lequel il vit. Mais la réalité culturelle et historique du Maroc n'est pas comme celle de l'Égypte ou bien de la Tunisie. Visiblement, le roi saisit l'opportunité de la fête du trône pour essayer de renforcer la légitimité. C'est à l'occasion d'un discours marquant le 18e anniversaire de son accession au trône que le roi Mohamed VI s'est adressé à la classe politique. Le monarque a affirmé que le gouvernement est en partie responsable des problèmes de développement que connaît une partie du pays. C'est le cas de la ville d'Alocema qui est secouée par des manifestations depuis le mois d'octobre 2016. Sa population exige des réformes pour le développement de la région. Le secteur touristique représente à ce jour 0,1% du PIB de la République démocratique du Congo, une goutte d'eau dans un océan, alors que le pays peut espérer bien mieux en mettant en avant les atouts. Les autorités l'ont compris et la machine est désormais lancée. Regardez. Faire de la République démocratique du Congo l'une des destinations touristiques privilégiées en Afrique, c'est la vision du gouvernement qui veut booster le secteur du tourisme congolais. En effet, le pays regorge d'innombrables sites touristiques, notamment 8 parcs nationaux et 63 domaines naturels, sans compter plusieurs espèces rares. Des atouts importants susceptibles de faire de l'industrie touristique une source génératrice de recettes dans un pays où l'économie reste très dépendante des matières premières. Il faut répertorier les sites touristiques d'abord, puis réunir les conditions afin de les rentabiliser. Nous avons d'innombrables sites de valeur, des espèces rares qui peuvent faire de notre pays l'un des plus visités.
Mais dans tout ça, il faudra d'abord pacifier le pays car le tourisme va de pair avec la paix. Si de nos jours, le tourisme ne représente que 0,1% du PIB de la RDC, les autorités congolaises ambitionnent de faire de ces secteurs un acteur de l'économie à hauteur de 2% du PIB en 2020. Dans cette optique, la RDC compte par ailleurs sur le soutien de l'Organisation mondiale du tourisme, dont le secrétaire général, lors de sa visite en juillet 2017, a noté la nécessité de booster le tourisme congolais. Une relance qui passe entre autres par la numérisation du secteur et facilitation de l'octroi du visa en ligne. Dans les discussions que j'ai eues avec les autorités congolaises, j'ai noté 2 besoins importants pour booster le tourisme congolais. Premièrement, il faut promouvoir ce tourisme. Deuxièmement, comment le faire? La RDC devrait, par une bonne gestion du secteur touristique, profiter de ces cadeaux de la nature pour plus de recettes aux caisses de l'État. Ayant compris la portée de cette industrie, certaines provinces du pays se sont déjà lancées dans la course. À la tête, le Lualaba, qui malgré toute sa richesse, mise désormais sur le tourisme comme secteur porteur de développement. Au Venezuela, la situation reste toujours tendue. La procureure se dit assiégée par des militaires. Luisa Ortega avait contesté l'élection de la constituante qui a officiellement été inaugurée et installée hier. Elle s'est dotée d'une nouvelle présidente, l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Les 545 constituants se sont retrouvés au Parlement pour écrire une nouvelle constitution. Suivez. Ils sont entrés au Parlement en force, portrait de Hugo Chavez et fleurs rouges à la main. Les membres de l'Assemblée constituante ont rejoint une salle située à quelques mètres seulement de l'hémicycle où siège l'Assemblée nationale dominée par l'opposition. L'ancienne chef de la diplomatie a été élue présidente de cette nouvelle institution. Je prête serment, je jure de défendre le pays contre toute agression ou menace. Je jure de défendre la paix au nom de cette institution souveraine qui a les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs pour réviser et réécrire la Constitution. Ces 545 membres ont été élus le 30 juillet dernier. Ils sont pour la plupart issus de la société civile et appartiennent au camp présidentiel. L'épouse de Nicolas Maduro, ici en rose lors de la photo de famille, et son fils en sont même membres. Le président a lui profité d'une cérémonie militaire pour prononcer un discours et s'en prendre violemment au mouvement de contestation. Nous faisons face à une insurrection armée en restant stoïques et en respectant pleinement les droits de l'homme et la Constitution. L'opposition a boycotté le scrutin dimanche dernier et a appelé à des manifestations vendredi, bravant ainsi l'interdiction décrétée par les autorités. Nous avons le soutien de la communauté internationale, comme nous ne l'avons jamais eu auparavant. Mais il est temps que cette pression internationale soit accompagnée et soutenue par la pression de la rue. Sans la rue, il n'y aura pas d'issue à la crise. Des opposants réunis par centaines ont tenté de manifester jusqu'au centre de Caracas vendredi. Mais ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. L'Allemagne est frappée par un nouveau scandale sanitaire, cause des œufs suspectés d'être contaminés par des traces d'insecticides. Plusieurs pays ont retiré préventivement ces œufs de leur supermarché. La France n'est pas concernée à ce jour. Regardez. Plusieurs millions d'euros de pertes pour les éleveurs néerlandais. Il s'agit d'un premier bilan, mais le ministre de l'Agriculture allemand dénonce déjà une intention criminelle de contaminer les œufs. À l'origine de l'affaire, des éleveurs néerlandais ont fait appel à une société spécialisée dans l'éradication du pou rouge, un parasite néfaste pour les poules. Problème, la société utilise du friponil, une molécule interdite dans le traitement des animaux destinés à la chaîne alimentaire. En Allemagne, pays le plus massivement touché, les supermarchés retirent des œufs des rayons depuis jeudi. Plus de 3 millions selon le ministère de l'Agriculture allemand. De son côté, le ministère de l'Agriculture français annonce que la France n'est pas pour l'instant concernée par la contamination. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal. Merci à tous de la fidélité. Bonne soirée chez vous.